Wie nun schützen wir den Lizenznehmer in Deutschland? Eine besondere gesetzliche Regelung gibt es noch nicht. Der BGH ordnet Lizenzvereinbarungen in ständiger Rechtsprechung als Dauernutzungsverträge ein. Dies bedeutet, dass § 103 der Insolvenzordnung Anwendung findet. Nach dieser Vorschrift hat der Insolvenzverwalter ein Wahlrecht, wenn ein gegenseitiger Vertrag vorliegt, der im Falle der Insolvenzeröffnung noch nicht vollständig erfüllt worden ist. Entscheidet er sich dafür, den Vertrag fortzuführen, so bestehen die Ansprüche aus ihm fort. Entscheidet er sich dagegen, so führt dies nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages, aber die Ansprüche aus ihm sind nicht mehr durchsetzbar. Problematisch ist dies vor allem im Fall der Insolvenz des Lizenzgebers, denn das Schicksal des Lizenznehmers hängt natürlich vom Fortbestand der Lizenz ab. Oftmals findet sich deshalb eine Klausel in Lizenzvereinbarungen, dass im Falle der Insolvenz des Lizenzgebers die Rechte des Lizenznehmers unberührt bleiben sollen. Eine solche Klausel ist aber unwirksam wegen § 119 der Insolvenzordnung, der besagt, dass das Recht des Insolvenzverwalters im Vorfeld nicht eingeschränkt werden darf. Fragt sich also, ob zum Beispiel ein Aussonderungsrecht direkt aus der Lizenzvereinbarung abgeleitet werden kann. Dies ist aber zu verneinen, denn ihr kommt insofern keine dingliche Wirkung zu. Die anwaltliche Praxis hat nun diverse Ansätze entwickelt, um den Lizenznehmer zu schützen. Es gibt die Möglichkeit der Sicherungsabtretung, man könnte einen Nießbrauch einräumen oder ein Pfandrecht bestellen, welches die Nichterfüllungsansprüche aus der Vereinbarung sichert. Aber der Lizenzgeber wird ja oftmals seine Verfügungsbefugnis nicht einschränken wollen, da mehrere andere die Lizenz nutzen. In Deutschland gibt es daher auch in den letzten Jahren vermehrt die Tendenz der Rechtsprechung, den Lizenznehmer zu schützen. Der Bundesgerichtshof hält zwar an § 103 Insolvenzordnung fest, das heißt entscheidend ist, ob ein Vertrag bereits erfüllt worden ist oder nicht. Er bejaht aber die Erfüllung nicht nur im Falle des Rechtskaufs, sondern auch in kaufvertragsähnlichen Gestaltungen und hierbei nimmt er eine rein wirtschaftliche Betrachtungsweise vor. Den Parteien einer Lizenzvereinbarung ist somit zu raten, sich bei der Ausgestaltung ihrer Vereinbarung an diesen Grundsätzen zu orientieren, damit ihre Lizenz im Falle der Insolvenz auch sicher ist. Similar to the German Insolvency Code, the United States Bankruptcy Code provides debtors in possession or trustees with the power to reject or assume executory contracts. Executory contracts are contracts that neither party has finished performing. In practice, intellectual property agreements are considered executory contracts. What's different from the German Insolvency Code and the U.S. Bankruptcy Code is that the United States Bankruptcy Code in Section 365 provides non-debtor licensees with certain protections when the debtor licensor rejects the executory contract or intellectual property license agreement. In the event that the debtor licensor does assume the IP license agreement, this doesn't create so much of a problem because the assumption of the IP license agreement is the affirmation is considered to affirm the license agreement. So the obligations remain in place. However, when the debtor licensor rejects the IP license agreement, then Section 365 and paragraph N of the U.S. Bankruptcy Code gives the non-debtor licensee two options. The first option is that the licensee can treat the contract as terminated and assert pre-petition claims for damages in the bankruptcy case. The second option is that the licensee can choose to keep its rights under the contract and continue to use the IP rights that are in the contract for the duration of the contract. This also means that the licensee can enforce exclusivity provisions that are provided in the license agreement, but also requires the licensee to continue to pay the royalty payments and adhere to any other obligations contained in the agreement. Up until recently, there was a split among circuit courts in the United States as to whether a licensee of a trademark agreement had the option to choose to keep its rights when the debtor licensor rejected the trademark license agreement. However, in May of this year, the Supreme Court of the United States handed down a decision affirming that these rights are available to trademark licensees. So as a result of the protections that are provided for non-debtor licensees in the U.S. Bankruptcy Code, the consideration of securities that were just discussed in the context of German insolvency proceedings are not relevant in the context of U.S. bankruptcy cases.
Now let's see how France deals with this question. En droit français, les contrats de licence, de marque ou de brevet constituent des contrats à exécution successive. En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du titulaire de la marque ou du brevet, le contrat de licence est qualifié de contrat en cours. Le Code de commerce pose le principe que les contrats en cours sont poursuivis malgré l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de l'un des co-contractants. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui s'impose aux parties, nonobstant toute clause contraire, prévoyant par exemple la rupture automatique du contrat en cas de cessation de paiement de l'un des co-contractants. Ensuite, l'administrateur ou le liquidateur judiciaire dispose d'un droit d'option à l'égard de la continuation du contrat. Il peut d'une part opter pour la poursuite du contrat, soit de façon expresse, soit de façon implicite, en continuant tout simplement à exécuter le contrat. Il peut d'autre part opter pour la résiliation du contrat, soit de sa propre initiative, soit après avoir été mis en demeure. En effet, le co-contractant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite ou non du contrat. En l'absence de réponse dans un délai d'1 mois, le contrat est résilié de plein droit. En pratique, le licencié qui souhaite la poursuite de son contrat de licence n'a donc pas intérêt à faire usage de cette faculté de mettre en demeure l'administrateur, car il prend le risque de faciliter et de précipiter la résiliation du contrat. Il est également possible de prévoir que des dommages d'intérêt seront dus en cas de rupture du contrat. Et cette créance de dommages d'intérêt sera déclarée au passif de la procédure collective et ne bénéficiera pas d'un paiement privilégié. Car en effet, le droit français ne connaît pas de dispositions spécifiques concernant la protection du licencié en cas de cessation de paiement du titulaire de la marque ou du brevet. Il appartient donc au licencié d'anticiper cette situation et de négocier des clauses contractuelles qui lui soient favorables. On peut par exemple envisager des montages originaux tels un démembrement de propriété dans lequel le propriétaire du brevet ou de la marque sera le nu propriétaire et l'exploitant sera l'usufruitier. En sa qualité d'usufruitier, il disposera de tous les droits d'exploitation du droit de propriété intellectuelle. Et si le nu propriétaire fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, l'usufruitier conserve ses droits. Enfin, il est possible de recourir aux nombreuses sûretés qu'offre le droit français et qui permettent d'obtenir un paiement privilégié dans le cadre des procédures collectives. À cet égard, il est intéressant de noter que le droit français vient de se doter d'une nouvelle législation appelée la loi Pacte, qui vise à moderniser le droit des sûretés et à renforcer leur efficacité, tout particulièrement dans le cadre des procédures collectives. La loi ne fixe pour le moment que des grands principes, les détails seront connus dans les mois qui viennent. Comme vous pouvez le constater, l'actualité du droit des sûretés dans le cadre des procédures collectives en droit français s'annonce très riche.